Je m'appelle Élodie et j'ai 25 ans. Ce Noël devait être une fête. Juste de la nourriture, des conversations banales, et cette vieille habitude de faire semblant d'être une famille heureuse. Mais le destin en a décidé autrement. Ma mère s'est levée avec son verre de vin en cristal, un sourire aux lèvres, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose de doux. Au lieu de cela, elle s'est éclaircie la voix et a dit « un toast ». À mon plus grand regret, ma fille de 25 ans, qui ne peut toujours pas payer son loyer. La pièce n'a pas seulement ri. Les gens ont applaudi comme si elle venait de lancer une chute de blague sur une scène de théâtre. Ma mère a incliné la tête, laissant la phrase atterrir, puis a ajouté « Honnêtement, nous aurions dû nous arrêter à 2 enfants. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas regardé autour de moi pour voir qui s'amusait le plus. J'ai continué à manger lentement et silencieusement, car je refusais de leur donner la réaction qu'ils imploraient. Quand mon assiette a été propre, j'ai plié ma serviette, je me suis levée, j'ai pris mon manteau et j'ai finalement regardé toute la table. D'ici le nouvel an, ai-je dit, assez calme pour me faire peur moi-même, vous me supplierez tous de vous pardonner. Cela les a fait rire encore plus fort. 2 semaines plus tard, je me suis réveillée avec 94 appels manqués. Et le premier message vocal n'était pas des excuses. C'était de la panique pure. Avant de vous raconter ce qui a transformé leur confiance arrogante en peur absolue, j'ai une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car cette histoire ne se termine pas par un câlin familial. Elle se termine par des conséquences qu'ils n'ont jamais vues venir. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous actuellement. J'adore savoir jusqu'où mon histoire voyage. Revenons à cette soirée fatidique. Nous étions à Rennes, dans cette grande maison familiale en pierre que tout le monde dans le quartier enviait. Dehors, le vent d'hiver de Bretagne soufflait fort, mais à l'intérieur, la cheminée crépitait, donnant une illusion de chaleur. Une chaleur qui n'a jamais atteint mon cœur. Avant même de passer à table, l'air était déjà saturé de tension. J'étais dans le couloir, en train d'ajuster mon vieux pull en laine, celui que je porte depuis 3 hivers parce que je refuse de dépenser de l'argent pour des vêtements neufs tant que mes économies ne sont pas sécurisées. C'est là que j'ai vu Laetitia, ma sœur aînée de 28 ans, descendre les escaliers comme une reine de beauté. Elle portait une robe en velours rouge flambant neuve et, à son bras, un sac à main de créateur que je reconnaissais trop bien. C'était le modèle exact qu'elle m'avait montré dans un magazine 2 semaines plus tôt. Le problème ? Elle ne travaille pas. Ou plutôt, elle se dit consultante en beauté, ce qui signifie qu'elle poste des photos sur Instagram et attend que l'argent tombe du ciel. Cet argent, je le savais, venait de la carte de crédit d'urgence que j'avais confiée à ma mère, Sylviane, spécifiquement pour les médicaments de mon père et les courses alimentaires. Joli sac, ai-je dit, ma voix trahissant à peine ma colère. Laetitia a caressé le cuir avec un sourire suffisant. N'est-ce pas ? Maman a dit que je le méritais pour avoir enduré une année si difficile. Difficile ? Son année difficile consistait à planifier des vacances qu'elle ne pouvait pas se payer et à se plaindre que son petit ami, Cédric, ne lui offrait pas assez de bijoux. Tu sais que cette carte était pour la pharmacie, Laetitia, ai-je murmuré pour ne pas faire de scène. Ma mère, Sylviane, est sortie de la cuisine à ce moment-là, portant un plateau de canapé au foie gras. Elle m'a lancé ce regard qu'elle réserve aux domestiques incompétents. Oh, Élodie, arrête d'être si rabat-joie. C'est Noël. Ne sois pas béhentin. Ta sœur avait besoin de se sentir belle. Mon père, Patrice, était assis dans son fauteuil, les yeux rivés sur la télévision, indifférent. Il a pris sa retraite anticipée il y a 5 ans, prétendant avoir mal au dos, mais je le vois soulever des caisses de vin sans problème quand il s'agit de faire la fête. Il n'a rien dit. Il ne dit jamais rien quand maman dépense l'argent que je ramène à la maison. Nous sommes passés à table. La nappe était brodée, l'argenterie brillait. Cédric, le petit ami de Laetitia, s'est servi un verre de vin rouge à un grand cru que j'avais acheté pour une occasion spéciale, pas pour être englouti comme du jus de raisin. Il a commencé à parler fort, se vantant de ses projets immobiliers fictifs. Tu verras, Patrice, disait-il à mon père, la bouche pleine, l'année prochaine, je signe un contrat qui va nous mettre à l'abri. Mon père hochait la tête, admiratif. C'est bien, mon garçon. C'est ça qu'on veut entendre. De l'ambition. J'ai regardé mon assiette. Je suis comptable dans une entreprise de transport logistique. Je gère des millions d'euros, je traque chaque centime, je connais la valeur du travail.
Et pourtant, à cette table, j'étais invisible. Ou pire, j'étais la gêne. Je sentais les regards se croiser. Ils partageaient cette complicité toxique, ce sentiment d'appartenir à un club dont j'étais exclu, bien que ce soit moi qui paye l'adhésion. Je ne savais pas encore que ce dîner allait marquer la fin de ma vie telle que je la connaissais. Je ne savais pas que dans quelques minutes, les masques tomberaient pour de bon, révélant la laideur pure qui se cachait sous leur sourire de fête. Le repas avançait. L'oie rôtie a été découpée. Le vin coulait à flots. L'ambiance était bruyante, faussement joviale. J'ai essayé de participer, de demander à mon père comment allait son jardin, mais il m'a répondu par un grognement avant de se tourner vers Cédric pour parler de voitures de sport. J'étais seule, entourée de ma propre famille. Puis, le moment est arrivé. Ce moment qui restera gravé dans ma mémoire comme une cicatrice brûlante. Ma mère s'est levée. Elle a tapoté son verre avec une cuillère en argent. Le tintement cristallin a fait taire la table. Elle avait les joues rosies par l'alcool et ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. « J'aimerais porter un toast », a-t-elle annoncé, sa voix douce, presque mélodique. Tout le monde a levé son verre. J'ai levé le mien, par automatisme. Elle a posé son regard sur moi. Pas un regard d'amour. Un regard de dédain absolu, froid et calculé. À cette année qui se termine, a-t-elle commencé. Et à mon plus grand regret. Elle a fait une pause théâtrale. Ma fille de 25 ans, Élodie, qui vit encore ici, à nos crochets, comme une petite sangsue qui refuse de lâcher prise. Le temps s'est arrêté. J'ai senti le sang quitter mon visage. Maman. Ai-je commencé, la voix tremblante. Elle m'a coupé, parlant plus fort pour couvrir ma protestation. Oh, ne fais pas cette tête de victime. C'est la vérité, non? Tu es là, dans ta petite chambre, à économiser tes petits sous, pendant que nous te nourrissons, nous te logeons. Quel gâchis! Elle a tourné son verre vers Laetitia. Heureusement que j'ai Laetitia. Elle, au moins, elle sait vivre. Elle a de l'ambition. Cédric a éclaté de rire. Un rire gras, vulgaire. Bien dit, Sylviane. C'est vrai qu'à 25 ans, ça commence à faire tard pour être encore chez papa et maman sans payer de loyer. Laetitia a gloussé, couvrant sa bouche avec sa main manucurée. Arrêtez, vous allez la faire pleurer. Vous savez qu'elle est sensible quand on parle de son manque de réussite. Mon père? Il a souri. Il a juste souri et a bu une gorgée de vin. Ma mère, encouragée par leur réaction, a porté le coup de grâce. Honnêtement, a-t-elle dit en regardant ses invités imaginaires, nous aurions dû nous arrêter à 2 enfants. La troisième, c'était l'erreur de trop. Les rires ont redoublé. Ils tapaient sur la table. Ils trouvaient ça hilarant. L'humiliation publique de leur propre fille, de leur propre sœur, était le clou du spectacle de Noël. Je suis restée assise. Je sentais une boule de feu dans ma poitrine, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de nouveau. Quelque chose de dur, de froid et de tranchant. C'était de la haine. Une haine pure, distillée, cristallisée par des années de mépris. J'ai repensé à toutes les factures que j'avais payées en secret pour qu'ils ne coupent pas l'électricité. J'ai repensé aux courses que je faisais chaque semaine. J'ai repensé aux nuits où j'avais veillé mon grand-père malade pendant qu'il dormait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai fini ma part de bûche au chocolat. Chaque bouchée avait un goût de cendre, mais je l'ai avalé. Quand mon assiette a été vide, je me suis essuyé la bouche méticuleusement. J'ai repoussé ma chaise. Le bruit des pieds de chaise raclant sur le parquet a fait tourner quelques têtes, mais il riait encore. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au porte-manteau dans l'entrée. J'ai enfilé mon manteau, mis mon écharpe. Puis je suis revenue à l'entrée de la salle à manger. Ils m'ont regardée, attendant une crise de larmes. Attendant que je m'effondre pour qu'ils puissent me traiter d'hystérique. À la place, je les ai regardés un par un. Ma mère, triomphante. Mon père, lâche. Laetitia, cruelle. Cédric, stupide. Profitez bien de ce repas, ai-je dit. Ma voix était basse, mais elle a traversé la pièce comme une lame de rasoir. Et profitez bien de ce toit. Oh, tais-toi, Élodie a lancé ma mère en agitant la main. Tu vas aller bouder dans ta chambre?
J'ai souri. Un sourire qui ne montrait pas les dents, mais qui a fait vaciller celui de ma mère. Non, ai-je répondu. Je ne vais pas dans ma chambre. Je m'en vais. Mais rappelez-vous bien de ce moment. Rappelez-vous bien de vos rires. Parce que d'ici le nouvel an, vous serez tous à genoux en train de me supplier de vous pardonner. Ils ont explosé de rire. Plus forte encore qu'avant. C'est ça, va-t'en, a crié Cédric. On sera plus à l'aise sans le parasite. N'oublie pas de fermer la porte en sortant, erreur de la nature, a ajouté ma mère. Je me suis retournée et je suis sortie dans la nuit glaciale de Rennes. Le vent me fouettait le visage, mais je ne sentais pas le froid. Je sentais la puissance. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que la clé que j'avais dans ma poche n'était pas celle de leur maison. C'était la clé de ma maison. Et je m'apprêtais à la verrouiller pour toujours. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une petite citadine d'occasion, garée un peu plus loin dans la rue. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. J'ai conduit jusqu'à un hôtel bon marché en périphérie de la ville, j'ai pris une chambre, et là, assise sur le lit au drap rêche, j'ai ouvert le dossier que j'avais emporté avec moi. Ce n'était pas un dossier sentimental. C'était une bombe à retardement juridique. Pour comprendre, il faut remonter 3 ans en arrière. À l'époque où mon grand-père, Raymond, était encore en vie. Il était le propriétaire de la maison familiale, un homme dur mais juste, qui avait bâti sa fortune pierre par pierre. Quand il est tombé malade, un cancer fulgurant, ma famille a montré son vrai visage. Ma mère ne venait le voir que pour lui demander où étaient les bijoux de grand-mère. Mon père se plaignait de l'odeur de médicaments dans la maison. Laetitia ne montait même pas à l'étage, prétextant que la maladie la déprimait. C'est moi qui ai changé ses pansements. C'est moi qui lui ai lu le journal chaque matin. C'est moi qui lui ai tenu la main quand la morphine ne suffisait plus à calmer la douleur. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait parce qu'il était la seule personne dans cette maison qui m'avait un jour regardé avec fierté. Un soir, une semaine avant sa mort, il m'a fait signe d'approcher. Sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Élodie, a-t-il dit. Ils attendent que je meure. Ils ont déjà dépensé l'héritage dans leur tête. » Ne dis pas ça, grand-père, avais-je répondu en retenant mes larmes. C'est la vérité. Ton père est faible et ta mère est un panier percé. Si je leur laisse cette maison, dans 5 ans, elle sera vendue pour payer des dettes de jeu ou des vacances de luxe. Et toi, tu te retrouveras à la rue. Il a pointé du doigt le vieux coffre-fort au fond de la pièce. Ouvre-le. La combinaison est ta date de naissance. À l'intérieur, il y avait des documents notariés. Grand-père Raymond avait tout prévu. Il avait créé une SCI, Société Civile Immobilière, et un trust. La maison ne leur appartenait pas. Elle m'appartenait. À moi, Élodie. À 100%. Il avait fait en sorte que mes parents aient le droit d'y vivre tant qu'il était en vie, mais dès son décès, la pleine propriété me revenait. Il m'avait fait jurer de garder le secret jusqu'au moment où j'en aurais besoin, pour me protéger de leur colère tant que j'étais mineure ou étudiante. Utilise ça comme un bouclier, ma petite, m'avait-il dit. Ou comme une épée. C'est toi qui décideras. Après sa mort, j'ai gardé le silence. J'ai laissé mes parents jouer au grand seigneur dans la maison. J'ai payé les factures d'électricité, de gaz, la taxe foncière, tout en les laissant croire que c'était l'argent de l'héritage de grand-père qui couvrait tout. En réalité, l'héritage liquide avait été dilapidé par eux en 6 mois. C'est mon salaire qui maintenait les lumières allumées depuis 2 ans. Et ce soir, à Noël, ils m'avaient traité de parasite. De sangsues. J'ai caressé le papier froid de l'acte de propriété. Ils vivaient chez moi. Ils mangeaient ma nourriture. Ils se chauffaient avec mon argent. Et ils osaient m'humilier devant des étrangers? J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Il était tard, c'était Noël, mais je savais qu'elle répondrait. Maître Hélène Vasseur, l'avocate que grand-père avait engagée pour rédiger ces documents. Une femme de fer. Allô? Sa voix était claire, professionnelle. Maître Vasseur, c'est Élodie. Élodie. Joyeux Noël. Il y a un problème? Non, maître. Il y a une solution. Je veux lancer la procédure. Je veux qu'ils partent. Tous. Il y a eu un silence au bout du fil, puis j'ai entendu le sourire dans sa voix.
Très bien, Élodie. Je prépare les papiers dès demain matin. L'avis d'expulsion sera prêt. J'ai raccroché et j'ai regardé le plafond de l'hôtel. La petite fille triste qui voulait juste être aimée par sa maman était morte ce soir. À sa place, il y avait la propriétaire. Et la propriétaire n'était pas contente. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, à ma place, auriez-vous attendu aussi longtemps? Ou les auriez-vous mis à la porte dès la première insulte? J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été trop patiente. Les jours suivants ont été un mélange étrange de calme et de tempête. Je suis restée à l'hôtel, allant au travail comme d'habitude, mais en évitant soigneusement de croiser quiconque de ma famille. J'ai bloqué leur numéro temporairement pour me concentrer sur mon travail. Pendant ce temps, Maître Vasseur a activé la machine de guerre. En France, la loi protège beaucoup les locataires, mais ma famille n'était pas locataire. Ils n'avaient pas de bail. Ils ne payaient pas de loyer. Aux yeux de la loi, grâce au montage juridique précis de mon grand-père, ils étaient des occupants sans droit ni titre. Le 27 décembre, à 9 heures précises, un huissier de justice, accompagné de M. Brochot, le gestionnaire immobilier que j'avais engagé pour faire tampon, a sonné à la porte de la maison familiale. Je n'étais pas là, mais M. Brochot m'a raconté la scène avec délectation. C'est mon père qui a ouvert, encore en pyjama à cette heure-là. C'est pourquoi, a-t-il grogné. L'huissier lui a tendu une enveloppe bleue officielle. Monsieur Patrice astérisque astérisque astérisque? Ceci est une signification d'acte. Vous êtes sommé de quitter les lieux sous 30 jours. Mon père a ri. Il a littéralement ri au nez de l'huissier. Quitter les lieux? C'est ma maison. Vous êtes fou. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, monsieur, a répondu l'huissier calmement. La propriétaire, mademoiselle Élodie astérisque astérisque astérisque, fait valoir ses droits. Le visage de mon père s'est décomposé. Élodie? Ma fille? Mais, c'est impossible. Tout est dans le dossier. Bonne journée, monsieur. 1 heure plus tard, mon téléphone, que j'avais débloqué pour attendre des nouvelles de l'huissier, a commencé à vibrer. 1 fois. 2 fois. 10 fois. C'était ma mère. Puis Laetitia. Puis mon père. Puis Cédric. J'ai regardé l'écran s'illuminer sans cesse. 94 appels manqués en une matinée. Les messages vocaux s'empilaient. Le premier message de ma mère était confus. Élodie? Il y a un type bizarre qui est passé ce matin avec des papiers ridicules. Rappelle-moi, on doit rire de ça ensemble. Le 5e message, 1 heure plus tard, était différent. Sa voix tremblait de rage contenue. Élodie, réponds immédiatement. C'est quoi cette histoire de propriétaire? Tu as volé les papiers de grand-père? Tu te prends pour qui? Le 20e message, vers midi, était de la panique pure. On ne peut pas partir. On n'a nulle part où aller. Tu ne peux pas faire ça à ta propre mère. On est en hiver. J'ai écouté ces messages en buvant mon café au bureau. Mes collègues me voyaient travailler sur mes feuilles de calcul Excel, imperturbables, sans se douter que je venais de dynamiter ma vie de famille. Maître Vasseur m'a envoyé un email. Ils vont essayer de jouer sur l'affectif. Ne répondez pas. Ne négociez pas. Tout doit passer par moi. J'ai suivi son conseil. Je n'ai pas répondu. Pas un mot. Ce silence était ma plus grande arme. Ils avaient l'habitude que je m'explique, que je m'excuse, que je cherche leur approbation. Mon silence les terrifiait car il signifiait que je ne jouais plus leur jeu. Mais ils n'allaient pas se laisser faire aussi facilement. J'avais sous-estimé leur capacité de nuisance. Quand la supplication ne marche pas, les gens toxiques passent à l'étape suivante, la destruction de réputation. 2 jours plus tard, j'étais à mon bureau en train de finaliser le bilan mensuel quand la réceptionniste m'a appelé, la voix gênée. Élodie? Il y a ta mère et ta sœur à l'accueil. Elles insistent pour te voir. Elles pleurent, Élodie. Elles disent que c'est une urgence médicale. Mon sang s'est glacé. Elles osaient venir ici? Sur mon lieu de travail? C'était mon sanctuaire, le seul endroit où j'étais respectée pour mes compétences. Ne les laisse pas monter, Sophie. J'arrive. Je suis descendue dans le hall. Ma mère était là, jouant la comédie de sa vie.
Elle était appuyée contre le comptoir, un mouchoir à la main, les yeux rouges, probablement frottés vigoureusement avant d'entrer. Laetitia était à côté d'elle, l'air faussement inquiet. Dès qu'elles m'ont vue, ma mère s'est jetée vers moi. « Élodie. Ma chérie. Oh, Dieu merci. » Elle a essayé de me prendre dans ses bras devant tout le monde. J'ai reculé d'un pas sec. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le visage de ma mère a changé instantanément. Elle s'est tournée vers la réceptionniste et 2 collègues qui passaient par là. « Vous voyez ? Elle est incohérente. Elle ne nous reconnaît même plus. On est tellement inquiet pour sa santé mentale. » Laetitia a renchéri, la voix mielleuse. Elle fait une crise, c'est sûr. Elle nous a envoyé des menaces, elle délire complètement. On a peur qu'elle se fasse du mal ou qu'elle fasse du mal à l'entreprise. Je sentais les regards de mes collègues peser sur moi. Le doute s'installait dans leurs yeux. C'était leur stratégie, me faire passer pour folle pour discréditer mes actions légales. Si j'étais folle, l'acte de propriété ne valait rien. Si j'étais folle, elles devenaient mes tuteurs. Sortez, ai-je dit, la voix blanche. On ne partira pas sans toi, ma chérie, a sangloté ma mère. On doit t'emmener voir un médecin. Tu as besoin d'aide. C'est là que mon patron, monsieur Lambert, est arrivé. Un homme sévère qui déteste le scandale. Que se passe-t-il ici ? Monsieur, s'est écriée ma mère. Vous êtes le patron ? Je suis la mère d'Élodie. Ma fille est en pleine dépression psychotique. Elle essaie de mettre sa famille à la rue en plein hiver. C'est inhumain. Elle vole de l'argent, elle invente des histoires. J'ai vu monsieur Lambert froncer les sourcils en me regardant. Ma carrière ne tenait qu'à un fil. Je savais que je devais agir vite et fort. Monsieur Lambert, ai-je dit calmement, bien que mes genoux tremblent. Je suis désolée pour ce dérangement. Ces personnes sont en train d'être expulsées d'une propriété qui m'appartient légalement pour non-paiement et abus de confiance. Voici l'avis d'huissier. J'avais gardé une copie dans mon sac, sur les conseils de maître Vasseur. J'ai sorti le document bleu et je l'ai tendu à mon patron. Il l'a lu rapidement. Et voici, ai-je continué en sortant mon téléphone, les relevés bancaires prouvant que c'est moi qui finance leur vie depuis 5 ans. Ce n'est pas une crise psychotique, monsieur. C'est une dispute légale qu'elles essaient de transformer en drame public. Monsieur Lambert a regardé les papiers, puis a regardé ma mère qui s'était soudainement tue, réalisant que son numéro de victime ne fonctionnait pas face à des documents officiels. Madame, a dit monsieur Lambert d'une voix glaciale. Ceci est un lieu de travail privé. Je vous prie de sortir immédiatement, ou j'appelle la sécurité. Ma mère a ouvert la bouche comme un poisson hors de l'eau. Laetitia a attrapé son bras. Viens maman, on s'en fout. Elle manipulera tout le monde, comme d'habitude. En passant près de moi, ma mère a sifflé, si bas que seul moi pouvais l'entendre. Tu vas le payer, petite ingrate. Tu crois que tu as gagné ? Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Elles sont parties. J'ai présenté mes excuses à mon patron. Il m'a rendu les papiers et m'a regardé avec une lueur de respect nouveau. Désolée, Élodie. Je ne savais pas que vous gériez tout ça. Prenez votre après-midi si vous en avez besoin. Je suis retournée à mon bureau, victorieuse mais épuisée. Mais le répit fut de courte durée. Le soir même, j'ai reçu une notification. Laetitia avait posté sur le groupe Facebook Les Voisins de Rennes, qui compte 50 000 membres. Le titre du post, Aidez-nous. Ma sœur millionnaire met nos parents âgés et malades à la rue pour Noël. Les commentaires haineux commençaient déjà à affluer. La diffamation sur Facebook se répandait comme une traînée de poudre. Des inconnus m'envoyaient des messages d'insultes, me traitant de monstre sans cœur. J'ai dû désactiver mes comptes sociaux temporairement. Maître Vasseur m'a rassuré, faites des captures d'écran de tout. C'est de la diffamation publique. Ça ne fera qu'alourdir leur dossier au tribunal. Mais le virtuel n'était pas leur seule arme. Ils avaient besoin de me confronter physiquement pour me faire plier. 3 jours après l'incident au bureau, je suis allée chercher un café avant le travail dans une petite brasserie que je fréquente habituellement. J'avais besoin de caféine pour tenir le coup. À peine avais-je commandé qu'une main lourde s'est posée sur mon épaule. Je me suis retournée. C'était Cédric.
Et derrière lui, Laetitia, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. Il m'avait suivi. On doit parler, la comptable a grogné Cédric. Il essayait de jouer les durs, gonflant le torse dans son blouson en cuir trop serré. Je n'ai rien à vous dire, ai-je répondu en essayant de contourner Cédric. Il m'a bloqué le passage. Tu vas t'asseoir et tu vas écouter, a sifflé Laetitia. Maman est en train de devenir folle à cause de toi. Papa ne dort plus. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, ma main serrant mon téléphone dans ma poche. J'ai discrètement activé l'enregistreur vocal. Laissez-moi passer. Cédric s'est penché vers moi, envahissant mon espace personnel. Écoute-moi bien. Tu vas signer un papier renonçant à la propriété. Tu vas dire que c'était une erreur administrative. Sinon, on sait où tu te gares le soir. Rennes est une petite ville, Élodie. C'était une menace directe. Mon cœur battait la chamade. Tu me menaces, Cédric? Je te préviens, c'est tout. Ce n'est pas ta maison. C'est celle de Patrice et Sylviane. Ton grand-père était sénile quand il a signé ça. Tu l'as manipulé. Tu n'es qu'une voleuse. C'est faux, a retenti une voix forte derrière eux. Tout le monde s'est retourné. C'était ma tante Margot. La sœur de mon père. La brebis galeuse de la famille parce qu'elle avait osé divorcer et vivre sa vie librement. Je ne l'avais pas vue depuis des années, mais elle était là, debout, son manteau rouge éclatant dans la grisaille du café. Elle avait dû voir le post Facebook de Laetitia et deviner où me trouver. Tante Margot, a balbutié Laetitia, perdant de sa superbe. Margot s'est avancée, repoussant Cédric d'un geste sec. J'ai tout entendu. Vous êtes pathétique. Toi, Laetitia, à 28 ans, tu vis encore de l'argent de poche de ta petite sœur et tu oses la traiter de voleuse? Ce ne sont pas tes affaires, Margot, a crié Laetitia. Bien sûr que si. Raymond m'avait tout dit avant de mourir, a déclaré Margot, fixant Laetitia droit dans les yeux. Il m'a dit, si jamais ils essaient de voler la maison à Élodie, tu seras mon témoin. Je suis là pour ça. Cédric a reculé, réalisant qu'il n'était plus en position de force. On s'en va. De toute façon, elle va perdre au tribunal. On a porté plainte pour abus de faiblesse sur personne vulnérable. Ils sont partis en trombe, renversant presque une chaise. Je me suis laissé tomber sur une banquette, les jambes en coton. Tante Margot s'est assise en face de moi et a pris mes mains. Elles étaient chaudes et rugueuses. Tu as enregistré? M'a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, montrant mon téléphone. Oui. Bien. Envoie ça à ton avocate. Et prépare-toi, ma petite. Ils viennent de t'annoncer leur prochaine carte, l'abus de faiblesse. Ils vont essayer de prouver que tu as forcé ton grand-père à signer. C'est une accusation grave. Je pensais que le pire était passé avec l'humiliation de Noël. Je me trompais. Le pire, c'était d'être accusé d'avoir manipulé l'homme que j'aimais le plus au monde. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais une autre preuve. Une preuve que je n'avais encore montrée à personne. En rentrant ce soir-là, j'ai reçu un mail de Maître Vasseur. L'objet était « Convocation au tribunal référé d'urgence ». Ils avaient vraiment osé. Le jour de l'audience, le ciel de Rennes était gris plombé. Le palais de justice se dressait devant moi, imposant et froid. Mes parents étaient déjà là, entourés de leur avocat, un homme qui ressemblait à un requin en costume bon marché. Ma mère portait du noir, comme si elle était en deuil, le visage lavé de tout maquillage pour paraître plus vieille et plus fragile. Mon père était voûté sur une canne qu'il n'utilisait jamais d'habitude. La stratégie était claire, jouer les vieillards impuissants face à la petite fille manipulatrice et cruelle. Dans la salle d'audience, l'avocat de mes parents a commencé sa tirade. Monsieur le Président, a-t-il dit avec emphase. Nous sommes face à un cas classique d'abus de faiblesse. Monsieur Raymond était affaibli par le cancer, sous morphine. Sa petite fille, ici présente, a profité de son isolement pour lui faire signer des documents qu'il ne comprenait pas, déshéritant ainsi ses propres enfants. Il a dépeint une image monstrueuse de moi. Une femme froide, calculatrice, qui avait attendu son heure pour jeter ses parents à la rue en plein hiver. J'ai vu le juge froncer les sourcils en me regardant. Le doute s'insinuait.
Si le juge croyait à cette version, il pouvait annuler le trust et me retirer la propriété. Puis, ce fut au tour de Maître Vasseur. Elle s'est levée, calme, impériale. Monsieur le Président, je ne vais pas faire de grands discours. Je vais laisser les faits parler. Elle a déposé une pile de documents. Pièce numéro 1. Le certificat médical du neurologue de Monsieur Raymond, daté du jour de la signature du trust, attestant de sa parfaite lucidité mentale. Pièce numéro 2. Les relevés bancaires montrant que Mademoiselle Élodie paye toutes les charges de la maison depuis 5 ans, alors que ses parents perçoivent des revenus qu'ils dilapident en jeux et produits de luxe. Le juge a feuilleté les documents, son expression restant neutre. Et enfin, a continué Maître Vasseur, pour contrer l'accusation de cruauté de ma cliente, j'aimerais soumettre une preuve audio. Il s'agit d'un enregistrement réalisé lors du dîner de Noël dernier. C'est cet événement qui a déclenché la procédure d'expulsion. L'avocat de mes parents a bondi. Objection. Enregistrement à l'insu des personnes. C'est une preuve admissible dans le cadre d'un litige familial pour prouver le harcèlement moral, Monsieur le Président, a rétorqué Maître Vasseur. Le juge a hoché la tête. Je l'autorise. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Maître Vasseur a appuyé sur lecture. La voix de ma mère a résonné, claire et nette, amplifiée par les enceintes du tribunal. À mon plus grand regret, ma fille de 25 ans, petite sangsue, on aurait dû s'arrêter à 2 enfants. Puis les rires. Ces rires cruels, sadiques. Les applaudissements. J'ai vu ma mère se ratatiner sur son banc. Son masque de vieille dame fragile s'effritait. Le juge écoutait, le visage se durcissant à chaque mot, à chaque rire. Quand l'enregistrement s'est terminé, le juge a enlevé ses lunettes et a regardé mes parents. Il n'y avait plus de doute dans ses yeux. Il y avait du dégoût. C'est ainsi que vous parlez de la personne qui vous héberge gratuitement, a demandé le juge, sa voix tranchante comme un couteau. Ma mère a essayé de balbutier. C'était de l'humour, monsieur le juge. Un malentendu. Je ne trouve pas ça drôle, madame, a coupé le juge. Le verdict est tombé 1 heure plus tard. Rejet total de la demande de mes parents. Validation de mon titre de propriété. Et surtout, confirmation de l'avis d'expulsion sans délai supplémentaire, assortie d'une ordonnance de protection interdisant à ma famille de m'approcher ou de me contacter, compte tenu des menaces enregistrées par Cédric, que Maître Vasseur avait ajoutées au dossier au dernier moment. En sortant de la salle, ma mère a essayé de s'approcher de moi, la haine déformant ses traits. « Tu es contente ? Tu as gagné ? Tu as tué ta famille. » L'huissier s'est interposé. Arrière, madame. Vous avez entendu le juge. Pas de contact. Je les ai regardés une dernière fois. Ils semblaient soudain si petits. Si impuissants. Je n'ai pas tué la famille, maman, ai-je dit doucement. Elle était déjà morte. Je l'ai juste enterrée. Mais comme un animal blessé, ma famille avait encore un dernier coup de griffe à donner. Et ce coup allait me faire mal là où je ne m'y attendais pas, au cœur de mes souvenirs. Le délai de 30 jours est arrivé à son terme. Ils devaient partir. Je n'étais pas présente lors de leur départ. Je ne voulais pas voir leur cirque. J'avais envoyé Monsieur Brochot pour récupérer les clés et faire l'état des lieux de sortie. Mais vers 16 heures, Monsieur Brochot m'a appelé. Sa voix, d'habitude si professionnelle et détachée, tremblait de colère. Mademoiselle Élodie, vous devez venir. Tout de suite. Et, préparez-vous. C'est un carnage. Mon estomac s'est noué. J'ai conduit jusqu'à la maison, les mains crispées sur le volant. Quand je suis arrivée, la porte d'entrée était grande ouverte. L'odeur m'a frappée dès le seuil. Une odeur d'urine, d'eau de javel et de poisson pourri. Je suis entrée dans le salon. J'ai porté la main à ma bouche pour étouffer un cri. Le parquet en chêne massif, celui que mon grand-père cirait avec tant d'amour chaque dimanche, était ravagé. De profondes rainures avaient été tracées, probablement avec un tournevis ou une clé, formant des mots obscènes. Ingrate. Salope. Les murs étaient maculés. Ils avaient jeté des œufs et de la sauce tomate, laissant le tout sécher. Des trous avaient été percés dans les cloisons à coups de marteau. Je suis montée à l'étage. Dans ma chambre d'enfant, ils avaient tout détruit. Mes livres étaient déchirés, mes vieux jouets brisés.
C'était de la pure méchanceté. Ils n'avaient rien volé, ils avaient juste voulu tout gâcher. Mais le pire m'attendait dans le jardin. Le jardin de grand-père. Sa fierté. Il avait passé 40 ans à cultiver une roseraie magnifique, avec des espèces rares. C'était mon sanctuaire, l'endroit où je me sentais encore proche de lui. Je suis sortie par la baie vitrée brisée. Tout était mort. L'herbe était jaune et brûlée. Les rosiers étaient noirs, flétris. Une bouteille vide d'herbicide industriel et plusieurs bidons d'eau de javel traînaient au sol. Laetitia et ma mère avaient sciemment empoisonné la terre pour que plus rien ne puisse jamais y pousser. Je suis tombée à genoux dans la boue chimique. Pour la première fois depuis ce dîner de Noël, j'ai pleuré. J'ai hurlé de douleur. Ce n'était pas pour la maison. C'était pour mon grand-père. C'était comme s'il l'avait tué une deuxième fois. Monsieur Brochot s'est approché doucement et m'a tendu un papier qu'il avait trouvé scotché sur le miroir brisé de la salle de bain. C'était l'écriture de ma mère. Une écriture cursive, élégante, qui contrastait avec l'horreur du message. Si nous ne pouvons pas avoir cette maison, toi non plus. Profite bien de tes ruines, ma fille. C'est tout ce que tu mérites. J'ai serré le papier dans mon poing jusqu'à ce que mes ongles entament ma paume. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait que je vais m'effondrer devant ce désastre et abandonner. Ils avaient tort. Je me suis relevée. J'ai essuyé mes larmes avec le revers de ma manche. J'ai regardé Monsieur Brochot. Appeler un huissier pour le constat. Appeler la police pour vandalisme. Appeler les experts en assurance. Vous allez faire quoi? A demandé Monsieur Brochot. Je vais leur faire payer, ai-je répondu, ma voix froide comme l'acier. Chaque latte de parquet. Chaque rosier mort. Chaque trou dans le mur. Je vais transformer leur petite vengeance en une dette financière qui les suivra jusqu'à la tombe. La tristesse avait disparu. Il ne restait plus que la comptable. Et la comptable allait présenter la facture. La procédure judiciaire pour vandalisme a été rapide et brutale. Avec le constat d'huissier, les photos accablantes et le témoignage de Madame Leclerc, la voisine qui les a vus charger des bidons de javel, il n'y avait aucune échappatoire. Le juge, le même qui avait ordonné l'expulsion, était furieux. Il a qualifié leurs actes de barbarie domestique. Le jugement est tombé comme un couperet de guillotine, 40 000 € de dommages et intérêts pour la remise en état de la maison et du jardin. 5 000 € de préjudice moral. Prise en charge de tous les frais de justice. Bien sûr, il n'avait pas cet argent. Alors la justice a fait ce qu'elle fait de mieux, elle s'est servie à la source. La pension de retraite de mon père? Saisie à hauteur du maximum légal chaque mois. Il ne lui restait plus que le minimum vital pour survivre. Fini le vin, fini la télé par câble. Les comptes bancaires de ma mère? Bloqués et vidés. Mais le karma ne s'est pas arrêté à l'argent. J'ai appris par tante Margot ce qui s'est passé ensuite. Sans maison et avec des comptes saisis, ils ont dû chercher un logement en urgence. Mais avec un dossier d'expulsion récent et une condamnation pour vandalisme, aucun propriétaire à Rennes ne voulait d'eux. Ils étaient sur toutes les listes noires des agences immobilières. Ils ont fini dans un petit appartement insalubre en grande banlieue, une zone HLM où l'ascenseur est toujours en panne. Pour ma mère, qui se prenait pour une bourgeoise, c'était l'enfer sur terre. Et Laetitia? Quand Cédric a réalisé qu'il n'y aurait pas d'héritage, pas de maison gratuite et que sa petite amie était solidairement responsable d'une dette de 45 000 €, son amour s'est évaporé. Il a largué par SMS 2 semaines après l'expulsion. Laetitia, la Golden Child, la princesse qui ne voulait pas travailler, a dû faire face à la réalité. Sans Cédric, sans papa et maman pour la financer, elle a dû trouver un emploi. Tante Margot m'a envoyé une photo volée l'autre jour. On y voit Laetitia, sans maquillage, l'air épuisé, en train de mettre en rayon des boîtes de conserve dans un supermarché discount. Elle portait l'uniforme du magasin, loin, très loin de ses robes en velours et de ses sacs de créateurs. Quant à moi, j'ai passé 6 mois à superviser les travaux. J'ai fait poncer le parquet jusqu'à ce que les insultes disparaissent. J'ai fait repeindre les murs en blanc pur. J'ai fait venir un paysagiste pour dépolluer la terre du jardin. Mais je savais que je ne pourrais plus jamais vivre ici. Trop de fantômes. Trop de haine imprégnée dans les murs. Une fois la maison remise à neuf, plus belle que jamais, je l'ai mise en vente.
Le marché immobilier à Rennes était en plein boom. Elle s'est vendue en une semaine, bien au-dessus du prix estimé. Avec l'argent, j'ai remboursé les quelques frais restants, j'ai mis une grosse somme de côté pour ma retraite, une habitude de comptable, et j'ai pris une décision radicale. J'allais réaliser le rêve que j'avais confié à grand-père quand j'avais 10 ans. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que j'étais trop dur en leur prenant jusqu'à leur dernier centime? Ou est-ce que c'est juste le prix de leur méchanceté? J'ai quitté Rennes. J'ai déménagé à Nantes, une ville où personne ne connaît mon nom, où personne ne connaît mon histoire. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté un petit local commercial dans le centre-ville historique et un appartement lumineux juste dessus. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une librairie-salon de thé. Ça s'appelle le Jardin de Raymond. C'est un endroit paisible, qui sent bon le vieux papier et le thé Earl Grey. Il y a des roses fraîches sur chaque table, tous les jours, en hommage à mon grand-père. Je n'ai plus aucune nouvelle directe de mes parents. Tante Margot me dit qu'ils s'enfoncent dans l'amertume, blâmant le monde entier pour leur malheur, racontant à qui veut l'entendre qu'ils ont une fille ingrate qui les a ruinés. Mais plus personne ne les écoute. Leurs amis les ont abandonnés quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus profiter de leur hospitalité, qui était en fait la mienne. Le Noël dernier, un an jour pour jour après le fameux toast, j'étais seule dans mon appartement. J'avais préparé un bon dîner pour moi-même. Pas de foie gras, pas de luxe ostentatoire. Juste des choses que j'aime. J'ai versé un verre de bon vin. Je me suis tenue devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai lu le message. Élodie, c'est maman. On n'a plus de chauffage. Ton père tousse beaucoup. S'il te plaît. Juste quelques centaines d'euros. On est ta famille. J'ai regardé le message. J'ai revu son visage haineux au tribunal. J'ai revu les rosiers morts. J'ai réentendu les rires et les applaudissements quand elle m'appelait son plus grand regret. J'ai pris une gorgée de vin. J'ai souri, un vrai sourire cette fois, un sourire de paix intérieure. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Puis, j'ai levé mon verre vers le ciel, vers une étoile qui brillait un peu plus fort que les autres. Joyeux Noël, grand-père, ai-je chuchoté. Et à toi, Élodie. À ma plus grande fierté, celle d'être devenue une femme libre. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai juste arrêté de financer les gens qui me détruisaient. Et c'est la meilleure décision de ma vie. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous avez déjà vécu une injustice familiale, ou si vous avez dû couper les ponts pour sauver votre peau, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre courage peut inspirer d'autres personnes. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette revanche vous a plu, et abonnez-vous pour plus d'histoires de karma. Prenez soin de vous, et ne laissez jamais personne vous traiter comme une option dans votre propre maison. À bientôt.